Salut les copains. Alors aujourd'hui, troisième vidéo des questions-réponses Fontesque où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram ou dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Donc première question de Jonah Lomu. Super ce genre de vidéo, merci. Fais-tu des séances de récupération active, genre des 100 reps pour un mouvement? Est-ce vraiment important ou y aurait-il d'autres modes de récup? Alors, j'ai déjà fait à l'époque des séances de ce type. Donc, par exemple, avec des élastiques très légers, faire vraiment beaucoup de reps pour les tissus conjonctifs. Est-ce que c'est vraiment important? Ben, ça dépend des cas. Ça dépend de ce que tu fais côté récupération à côté. En fait, la récupération, il faut voir ça comme un tout. Donc, en fait, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer pour mieux récupérer. Donc, évidemment, le sommeil, la diète, la supplémentation, tout ce qui va être récupération active, l'entraînement lui-même, comment vous périodisez, le nombre de jours d'entraînement que vous faites, l'intensité et le volume que vous mettez dans vos entraînements, et cetera, et cetera. Donc avec autant de paramètres, forcément, il n'y a pas trop la place pour des réponses binaires. Actuellement, généralement, je n'ai plus trop le temps de faire des jours dédiés à la récupération. Donc, je sais qu'à une époque, je faisais plus ou moins une heure et demie d'automassage de tout le corps après mes séances et des jours de repos, des étirements, etc., etc. Ou des exercices très légers pour un petit peu pumper la zone et compagnie. Mais depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai plus trop le temps de faire ça. Et en fait, j'essaie de tout, on va dire, condenser dans mes entraînements. Donc, par exemple, dans mes échauffements, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient très rentables côté conditionnement et mobilité. Donc, par exemple, avec le concept de l'échauffement progressif dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et après, je vais essayer aussi de jouer sur tout ce qui va être avoir une rotation d'exercices pertinente. La périodisation concurrente en elle-même permet de très bien récupérer grâce à la rotation d'exercices, vu qu'on ne reste pas sur les mêmes variations à l'année, et donc éviter un petit peu plus tout ce qui va être les blessures d'usure ou de sollicitation, etc., etc. Et après, il y aura aussi également tout ce qui va être un petit peu plus les exos santé. Donc, des exos qui, selon moi, auront tendance à diminuer les risques de certaines blessures. Donc, tout ce qui va être face pull, le travail des extenseurs du poignet et des doigts, le travail de certains petits muscles des hanches, etc., etc. Donc, est-ce vraiment important? La récupération, oui, mais après, comme j'ai dit plus tôt, faire 100 reps pour un mouvement, ça peut être bien, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable. Il y a plein d'autres manières de récupérer et évidemment, l'outil de récupération le plus efficace et le plus important, ça restera, le sommeil et le repos. Et pour la dernière question, y aurait-il d'autres modes de récupération? Oui, il y en a vraiment plein. Et ça, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord sur l'efficacité de tous les protocoles. Certains diront, par exemple, que les automassages, ça ne sert à rien. D'autres diront que ça marche très bien. Donc, il ne faudra pas hésiter à expérimenter sur soi-même. Mais il y aura faire des exercices en léger, il y aura faire du repos total, il y aura les étirements passifs, actifs, dynamiques, il y aura les automassages sous plein de formes différentes. Il y aura les mobilisations tractées, les décompressions articulaires, la méditation, la respiration. Bref, c'est un sujet très très vaste et j'essaierai de faire plein de vidéos dessus. Alors ensuite, question suivante de Kin794. Question, tu mets combien de temps en moyenne pour créer tes vidéos? C'est très variable selon la vidéo. Pour des vidéos longues, comme la vidéo sur la périodisation concurrente ou les vidéos tier list, ça peut prendre entre 6 et 12 jours selon le temps que j'ai et selon ma motive. Pour des vidéos très courtes, genre des petits tips qui vont durer 2, 3, 4 minutes, parfois c'est possible que j'arrive à les monter en une journée. Après, j'aimerais bien augmenter le débit de vidéos sur la chaîne pour, arriver à 2 ou 3 vidéos par semaine. Mais, avec tout ce que je fais à côté, le taf, les entraînements et compagnie, c'est assez compliqué. Donc là, en ce moment, j'essaie pas mal de bosser sur mon workflow pour justement, passer moins de temps sur le montage et sur la production de vidéos. Donc généralement, j'avais tendance à faire toutes mes vidéos en improvisation et là maintenant j'essaie de les scripter un petit peu plus et également, j'essaie d'utiliser un petit peu plus d'outils, par exemple avec l'IA et compagnie, pour gagner du temps sur le montage de mes vidéos, sur les miniatures, et cetera. Et ensuite, deuxième question, est-ce que tu avances toujours sur ton projet ou tu mets à l'écrit toutes tes connaissances? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, à terme, j'aimerais bien faire un bouquin justement avec, toutes les explications autour de ma méthode, donc comment je m'entraîne et en gros, ce serait dans l'idée un bouquin qui vous permettrait vraiment de vous débrouiller à 100 tout seul. Donc que ce soit pour utiliser la périodisation concurrente, le partiel, le tricher, la rotation d'exercice, et cetera. Mais forcément, ce sera sans doute un immense pavé avec, des centaines de pages et donc ça va sans doute me prendre, très, très, très longtemps pour pouvoir faire tout ça. Et est-ce que j'avance dessus? Non, absolument pas. Tout simplement parce qu'avant de sortir tout ça, j'aimerais bien sortir d'autres trucs et mon premier projet que j'ai commencé, ce serait de faire un bouquin sur le conditionnement
en street workout. Donc celui-là, j'ai déjà un petit peu plus avancé. J'ai couché pas mal d'idées sur le papier, j'ai le sommaire, j'ai pas mal d'idées sur comment un petit peu ça va, à quoi ça va ressembler. Mais ça, pareil, malheureusement, c'est difficile de trouver le temps pour à la fois m'entraîner, pour à la fois créer du contenu sur YouTube et pour à la fois m'occuper de mes élèves. Et donc ça avance, mais forcément ça avance très doucement vu que, on va dire, c'est ce que je mets en dernier sur la liste. Ma priorité, ce n'est pas de faire un max d'argent en vendant des formations et des e-books. Ma priorité, c'est mon entraînement, c'est mes élèves et c'est la chaîne. Et donc forcément, ça va très doucement. Et en fait, pour à la fois pouvoir avancer sur tout ça, et aussi, comme j'ai dit plus tôt pour la question précédente, pour pouvoir augmenter mon débit de vidéo, à terme, il faudrait que je puisse passer plus de mon temps sur tout ça. Mais pour pouvoir passer plus de mon temps sur tout ça, il faudra que je réduise mon temps sur d'autres choses, et donc il faudra que la chaîne soit plus rentable, tout simplement. Ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Donc si dans le futur, la chaîne est suffisamment rentable, par exemple, pour avoir des gens qui m'aident pour le montage, ça me permettra de passer beaucoup plus de temps sur, par exemple, l'écriture de tout ça, ou juste pour tourner des vidéos. En gros, si vous voulez vos 18 vidéos de Monsieur Fonte par semaine, vous savez quoi faire. Faites de la propagande pour la chaîne, parlez-en à Mémé, parlez-en à Tata, parlez-en à Papy, et faites-moi atteindre le million d'abonnés pour que je puisse me foutre à la retraite avant mes 35 ans. Alors ensuite, question suivante de KofKof366. Salut, que penses-tu de ne jamais compter ses calories en prise de masse? Bon format de vidéo au passage. Merci. Alors, pour compter ses calories en prise de masse, ça dépend. Comme pour compter ses calories en sèche, ce n'est absolument pas indispensable. C'est possible de faire des prises de masse sans compter ses calories, c'est possible de sécher sans compter ses calories. Compter ses calories, c'est de l'optimisation. C'est avoir un tracking plus précis de ce que tu avales et donc pouvoir contrôler plus facilement les paramètres, pouvoir moduler tout ça plus facilement. Mais si compter les calories, c'est quelque chose que tu trouves particulièrement pénible, que ça te saoule vraiment, et que tu as déjà du mal, par exemple, à faire ta prise de masse mentalement ou à faire ta sèche, eh ben, ce sera peut-être plus pertinent dans ton cas de ne pas les compter. Après, généralement, au plus on se connaît, au plus on sait ce qu'on a tendance à consommer chaque jour, ou alors au plus on a une diète assez similaire au fil des semaines, au moins généralement on a besoin de compter les calories et au plus c'est simple de moduler à l'œil. Alors que si vous avez vraiment aucune notion de nutrition, que vous avez vraiment du mal à quantifier ce que vous mangez, si vous n'avez vraiment pas la notion des calories de chaque aliment, ou alors si vous faites plein de petits écarts, ou que vous sortez souvent manger dehors, etc., là, dans ce cas-là, ce sera peut-être plus pertinent de traquer vos calories. Et après, c'est aussi possible de trouver un compromis entre les deux, et tout simplement compter ses calories une semaine ou deux, histoire d'avoir une idée de ce que vous avez tendance à manger. Et après, arrêtez de les compter parce que vous serez capable de faire ça à l'œil et d'ajuster au feeling. Donc voilà, compter les calories, ça vous permet d'avoir un tracking plus précis côté nutrition. Mais par contre, c'est tout à fait possible de réussir une prise de masse ou une sèche sans ça. Donc c'est vraiment une question de préférence, une question de choix. Alors ensuite, question suivante de LennyQuer428. Quel mouvement tu jugerais supérieur sur le plan du développement de la force de manière générale et pourquoi? Ça c'est toujours compliqué comme question parce qu'on n'aura pas tous les mêmes critères et même le concept de force d'une manière générale, ce sera très variable selon les gens. Donc il y aura des gens, ce qui les intéressera, c'est la force, on va dire, dans la vie de tous les jours. D'autres personnes, ce sera la force un peu plus pour les sports. Et même au niveau des sports, ce sera très variable. Donc même dans des sports de force globale, si on prend par exemple le powerlifting, le strongman et l'haltérophilie, ce ne sera pas du tout les mêmes mouvements qui ont tendance à être les meilleurs mouvements de force générale. Donc il y a quand même toujours une notion de spécificité quand on parle de force. Mais si moi je devais en choisir, déjà il faudrait que ce soit des mouvements polyarticulaires qui taffent beaucoup de groupes musculaires en même temps. Et justement, moi j'aurais tendance à me tourner vers les mouvements plutôt de strongman, d'haltérophilie, un petit peu de power aussi. Donc tout ce qui sera le squat lourd, le Zercher squat, toutes les variations de deadlift et de rack pull, les mouvements d'haltérophilie, même si là il y a quand même un gros aspect technique qui limitera plus que la force parfois. Mais on va dire certains mouvements d'haltérophilie qui seront un petit peu plus simples techniquement, donc tout ce qui sera low pull, push press, etc. Et à l'inverse, j'aurais tendance à éviter plutôt les mouvements qui vont être un peu plus des mouvements d'isolation avec des facteurs limitants beaucoup plus spécifiques.
Donc par exemple, le strict curl, les mouvements spécifiques de bras de fer, d'arm wrestling, typiquement les mouvements de street également. Par exemple, le front lever, qui est plus ou moins l'équivalent d'un mouvement d'isolation pour les dorsaux, c'est plus ou moins l'équivalent du pullover à la poulie. Ben ça, selon moi, c'est un exercice qui sera très peu représentatif de la force générale de tirage. Et pour moi, sera beaucoup plus pertinent pour juger la force générale de tirage d'un individu, de le tester sur une forme de rowing, où là, on aura un travail beaucoup plus global du grip, des épaules, des muscles du dos, de la chaîne postérieure, du bas du dos, etc., etc. Ou même les tractions qui seront beaucoup plus révélatrices de la force de tirage général plutôt que le front lever. Donc oui, j'aurais tendance à choisir tout ce qui est les gros mouvements polyarticulaires, des mouvements qui recrutent un maximum de muscles à la fois, pourquoi pas même des mouvements un peu trichés. Et du coup, à l'inverse, j'aurais tendance à éviter tous les mouvements qui vont être des mouvements d'isolation ou alors des mouvements avec des facteurs limitants, techniques, d'équilibre, etc. Après, pour revenir sur le terme de mouvement supérieur dit dans la question, ça, encore une fois, il faut vraiment que ce soit adapté à vos objectifs. Parce qu'au final, comme j'ai dit plus tôt, la force, il y a une notion de spécificité tout le temps. Et du coup, pour un streeteux, faire des Atlas Stone ou du rack pull très lourd ou du rowing triché, ça n'aura pas vraiment d'intérêt et ce ne sera pas du tout supérieur à faire du travail de planche, de front lever et compagnie. Donc il n'y a pas de mouvement supérieur, il y a vos mouvements supérieurs. Alors, pour la deuxième question de Lenny, qui est un peu en lien avec la question précédente, à quoi sert le rack pull ou Zercher rack pull? Là, encore une fois, les questions à quoi sert tel exo, il y a toujours une notion de spécificité à ce que vous voulez, vous, à vos objectifs. Donc, par exemple, si je vous dis à quoi ça sert de faire de la guitare, ça peut ne servir à rien techniquement. En fait, si votre objectif, ce n'est pas d'être un bon guitariste, ce n'est pas de faire de la guitare, faire de la guitare, ça ne sert à rien. Parfois, la finalité de quelque chose, c'est la chose en elle-même. Typiquement, parmi les exos qui servent pas à grand-chose, on aura le drapeau, le handstand, le one-arm handstand, les handstand push-up. Tous ces exos-là ne servent pas à grand-chose. Ils ont relativement peu de transfert sur le reste. À la limite, les handstand push-up ont un peu de transfert sur tous les mouvements de développé vertical, mais bon, vu qu'on est beaucoup limité par la technique et l'équilibre, c'est pas du tout opti, mais on pourrait plutôt prendre par exemple le marcher en arbre droit. Marcher en arbre droit, le transfert athlétique sera nul. Mais le but de marcher sur les mains, c'est de marcher sur les mains. Donc la finalité de cet exercice, c'est l'exercice en lui-même. On fait cet exercice pour devenir bon sur cet exercice. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Un exercice n'a pas forcément à être utile pour autre chose. Mais en l'occurrence, à quoi va servir le rack pull? À quoi va servir le Zercher rack pull? Et bien ça va servir tout simplement à être plus fort sur le rack pull et sur tous les exercices qui auront du transfert sur le rack pull. Donc par exemple, améliorer son rack pull, ça améliorera son soulevé de terre. Améliorer son soulevé de terre, inversement, ça améliorera son rack pull. Ça pourra améliorer d'autres exercices, donc son good morning, son hip thrust, son squat, pourquoi pas. En fait, le rack pull, si on parle par exemple du rack pull sous le genou qui sera très proche du soulevé de terre, en fait, ça travaillera exactement les mêmes choses que le soulevé de terre. Donc ça travaillera, si on le fait en conventionnel, les ischios, les fessiers, le bas du dos, les trapèzes, en fait, toute sa chaîne postérieure, exactement comme le soulevé de terre. Sauf que l'amplitude sera un petit peu différente. Chez certaines personnes qui ont des restrictions de mobilité, ce sera moins risqué, ce sera plus simple de se mettre en position. La barre sera beaucoup plus simple à charger et décharger, donc ça pour moi c'est un très gros avantage comparé au soulevé de terre au sol, ou si vous n'avez pas de cric pour barre, ça peut très vite être fatigant et pénible quand vous commencez à dépasser les 200 kg. Et donc, personnellement, je trouve le rack pull supérieur au soulevé de terre si celui-ci est fait sous le genou, car il taffera exactement les mêmes muscles. Le transfert sur le soulevé de terre sera absolu, mais ce sera beaucoup plus simple à mettre en place, beaucoup moins pénible, et parfois, mais pas toujours, ça vous permettra de mettre un peu plus lourd. Et donc, par exemple, de plus travailler tout ce qui va être les trapèzes supérieurs, le haut du dos, etc. etc. Et pour le Zercher rack pull, ce sera la même chose. Donc, selon la trajectoire et la mécanique que vous utiliserez, ça pourra être plutôt un Zercher squat, donc là avec une mécanique un peu plus de front squat ou de low bar squat, ou alors ça pourrait être un peu plus une mécanique de deadlift, où là, ça travaillera les muscles du deadlift. Et la prise Zercher aura tendance à désactiver tout l'aspect grip et à travailler un tout petit peu les biceps en bonus. Mais sinon, côté trapèze, haut du dos et compagnie, ce sera pareil que sur du rack pull classique. Donc en fait, ce sera juste des variations de soulevé de terre, grosso modo. Donc des outils qui pourront vous permettre de travailler votre force de soulevé de terre, la force de votre chaîne postérieure, etc. etc. Alors, question suivante de Lenny toujours. Que penses-tu des partisans du Never Go to One Rep Max? Donc pour les gens qui ne parlent pas anglais, que penses-tu des gens qui disent de jamais faire de un rep max? Donc de jamais faire de single, jamais faire une seule rep à l'échec.
J'en pense que c'est dommage pour eux parce que les one rep max, c'est un super outil et surtout faire des one rep max, c'est très fun et ça fait du bien à l'ego et ça permet de progresser, comme tous les autres rep range. Donc ce n'est pas un rep range maudit qui va vous blesser forcément. Ce n'est pas un rep range qui ne va pas vous faire progresser. C'est juste, encore une fois, un outil. Et si vous l'utilisez correctement, ça marchera. Et si vous l'utilisez mal, ça ne marchera pas. Et comme pour tous les outils, si vous l'utilisez très mal, vous pourrez vous faire mal avec. Et si vous l'utilisez très mal, vous pourrez ne pas progresser. Mais si demain je me casse un doigt parce que j'ai mal utilisé mon marteau, ce n'est pas la faute du marteau, c'est ma faute. Mais par contre, est-ce qu'on est obligé de faire du one rep max pour progresser? Absolument pas. Donc si vous ne voulez pas faire de one rep max, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça ou si ça ne vous plaît pas, n'en faites pas, tout simplement. Il n'y a pas qu'une manière de progresser. On peut progresser avec plein de types de périodisation différentes et on n'est pas obligé de faire des one rep max à l'échec ou de faire des one rep max tout court. Donc si vous ne voulez pas en faire, n'en faites pas. Mais par contre, n'essayez pas de vous justifier en faisant croire aux autres que c'est forcément extrêmement dangereux et que vous allez forcément vous blesser en faisant. Et ne faites pas non plus croire aux gens que ça ne fera pas progresser parce que ça, c'est complètement faux. Moi et la majorité de mes élèves ont fait des one rep max toutes les semaines, plusieurs one rep max par semaine depuis des années. On ne se blesse pas. Je pense pouvoir dire qu'on progresse mieux que la plupart des gens qui s'entraînent. Donc, encore une fois, il faut juste faire les choses intelligemment, correctement. Et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous disent que faire des one rep max, c'est tester sa force et ce n'est pas construire sa force. Parce que ça n'a pas de sens. Et idem, les gens qui vont vous dire que faire du one rep max, c'est juste travailler son ego, ça pareil, c'est idiot. Ce sera seulement vrai si vous n'avez pas de plan, ce sera seulement vrai si vous utilisez mal les one rep max et si vous les faites de manière random, juste pour flatter votre ego, juste pour essayer de mettre 10 kilos de plus sur vos barres. Donc là, oui, ce ne sera pas intelligent. Mais par contre, vous pouvez tout à fait mettre des one rep max de manière très pertinente dans une périodisation toutes les semaines et ça pourra vous permettre de progresser, que ce soit en force, en hypertrophie, en endurance, etc., etc. Encore une fois, tout ça, c'est des outils qui vont former un tout. Donc, il faut juste apprendre à les manier et il faut juste apprendre à les utiliser en synergie avec vos autres outils. Et enfin, dernière question de Lenny, toujours. Penses-tu que les ratios entre les exos sont utiles, tels que SBD, MU, pull-up, dips, front, planche, développé militaire, etc. Ça dépend. Ça dépend déjà du ratio. Si c'est entre deux exercices qui ont du transfert les uns sur les autres, généralement, ce sera beaucoup plus pertinent. Donc, par exemple, un ratio développé militaire, handstand push-up ou front lever, traction ou traction un bras, ça pourrait être pertinent un minimum, alors qu'un ratio front lever planche, pas vraiment. Tout simplement parce que c'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes facteurs limitants. Et donc, quelqu'un pourrait avoir 1 minute de full planche et ne pas avoir son front. Et à l'inverse, il y aura quelqu'un d'autre qui aura 10 secondes de full planche, qui aura 10 secondes de front, et quelqu'un qui aura pas de full planche et qui aura 20 secondes de front. Donc, dans ce cas-là, ça ne voudra pas dire grand-chose. Après, parfois, il y aura des ratios entre des exercices qui n'ont aucun transfert les uns sur les autres, mais où ça pourrait être intéressant, par exemple, pour identifier un retard ou une faiblesse. Donc par exemple pour le ratio SBD, squat, bench, deadlift, le bench n'aura pas de transfert sur le deadlift et sur le squat, mais là ça pourrait être intéressant de faire un ratio si vous voulez être compétiteur pour voir où est votre faiblesse tout simplement. Donc en fait si un ratio vous permet d'identifier que votre bench est en retard comparé à la concurrence, ça peut vous permettre d'identifier une faiblesse ou de vous dire je vais un peu plus me concentrer sur le bench pour rattraper ce retard. Idem par exemple pour le street lifting, donc faire un ratio muscle-up, pull-up, dips. À la base, ça n'a pas trop d'intérêt, mais si vous êtes compétiteur, ça peut vous permettre de voir où sont vos forces, où sont vos faiblesses et sur quoi vous devez vous concentrer. Et après, on peut aussi faire des ratios de niveau. Donc en fait, déterminer quels sont les niveaux intermédiaires, confirmés, élite, top mondial pour plusieurs exercices qui n'ont rien à voir, et du coup faire des ratios comme ceci. Et donc ça peut vous permettre de voir, en traction, je suis élite, mais par contre, en dips, je suis que confirmé, donc j'ai un petit point faible en dips. Donc voilà, pour tout ça, les ratios, ça peut être intéressant. Et parfois, on verra aussi, par exemple, des ratios passés pour identifier des faiblesses sur un mouvement.
Donc par exemple, vous avez un ratio qu'on voit souvent passer sur le bench qui dit que si votre développé militaire est en dessous de 60% de votre bench, c'est sans doute que vous avez une faiblesse au niveau des épaules. Et donc si vous isolez un peu les épaules ou si vous travaillez un peu votre DM, ben, normalement ça aura tendance à débloquer votre bench. Donc tout ça, ça peut vous donner des pistes, ça peut vous permettre d'identifier certaines choses, mais par contre, il faut quand même prendre les ratios avec des pincettes, parce que on est tous différents. On n'a pas la même morphologie, on n'a pas les mêmes leviers, et tout ce qui va être la performance sur un exercice, c'est très multifactoriel. Et donc parfois, les ratios peuvent être trompeurs. Parfois, ce qui peut avoir l'air, en regardant un ratio, d'être une faiblesse musculaire ou une faiblesse sur un exo, ben parfois c'est juste un problème de technique, c'est juste un problème d'améliorer votre groove, c'est juste un problème de fuite énergétique, etc., etc. Donc les ratios, ça peut être indicateur, mais pas révélateur. Donc ça peut être indicateur qu'il y a une faiblesse, qu'il y a quelque chose à taffer, mais ce n'est pas forcément révélateur qu'il y a une faiblesse. Donc il faut vraiment faire la nuance et utiliser ces outils avec parcimonie et ne pas non plus croire à 200% ce qu'un ratio va vous dire. Car au final, des athlètes, il y en a plein et les ratios, ben, généralement, ça va plutôt être une moyenne pour la majorité des athlètes, mais ça ne veut pas dire que ce sera adapté à tous les cas de figure. Donc voilà, c'est tout pour ce Q&A du jour. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, si je n'ai pas encore répondu à vos questions, ne vous inquiétez pas, je n'en oublie aucune. C'est juste que votre tour viendra dans un prochain épisode. Et du coup, si vous voulez poser des questions pour les prochains Q&A, si vous avez des questions sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la récupération, sur la périodisation, sur les exercices, sur mon entraînement ou autre, posez-les dans la section commentaires de cette vidéo pour que je puisse les retrouver facilement pour les prochains épisodes. Si vous avez d'autres questions ou demandes, envoyez-les-moi sur Instagram et je vous dis à la prochaine.